laissez-moi parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur. Les parrainages. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sous la présidence du vice-président Daniel Kablan-Decan, sont aussi une preuve de carence. Un jour, je le développerai plus largement dans une vidéo, mais je prends un exemple récent de quelque chose qui nous concerne personnellement, qui nous concerne nous, au niveau de la presse. Il y a eu sous le haut parrainage de je ne sais pas quoi, du ministre de la Communication, je ne sais pas, une annonce du Conseil national de la presse invitant les organes de presse à une cérémonie pour un prix destiné aux organes de presse. Je vais vous démontrer la futilité, l'inutilité, les conséquences des sous le haut parrainage. Alors, le CNP prend des capsules à la RTI. Vous savez, à la RTI, pour passer dans l'agenda, il faut au moins 3. Et les 3 coûtent au minimum 300 000 francs, 100 000 francs par passage. Il y a les 18% de TVA et les 3% de la taxe sur la publicité, TSP. Et donc, on a 300 000 multiplié par 21% au moins pour les agendas. Alors, le Conseil national de la presse décide de primer des médias. Mais écoutez, est-ce qu'on a besoin de faire un sous le haut parrainage pour ça? On connaît les organes de presse, les entreprises de presse. Il n'y a pas plus de 30 en Côte d'Ivoire. Et pour ces 30 seulement, on va prendre sous le haut parrainage à la télévision. Mais en fait, ce sous le haut parrainage que les gens ont commencé, mais vraiment, à transposer même dans les médias européens. Une fois, j'ai été surpris de voir sur France 24, sous le haut parrainage. J'ai dit, waouh, cette futilité africaine est arrivée à France 24. Mais il faut, à un certain moment, il y a des choses qu'on faisait il y a 25 ans. Mais comme je l'ai dit, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, il est mort il y a plus d'un quart de siècle. Certaines pratiques devraient mourir avec lui. Malheureusement, certaines pratiques ont subsisté. Mais les gens font ça juste pour se faire voir à la télévision. En fait, c'est ça l'enjeu. Parce que dans le sous le haut parrainage, on met la photo du président, on met la photo du premier ministre ou d'un ministre, on met la photo de l'organisateur, juste pour se faire voir. Juste pour justifier justement le parrainage, c'est-à-dire que la personne qui va venir avec son argent, juste pour justifier cela. Il faut arrêter. Non seulement ça justifie des budgets inutiles qu'on aurait pu consacrer à autre chose, mais en plus, c'est infantilisant sous le haut parrainage, sous la présidence sous le coparrainage. C'est infantilisant. Il y a des activités qui n'ont pas besoin de cela. Et notre RTI, moi je dis vraiment la RTI ne nous aide vraiment pas dans le sens de la construction, du renforcement de nos acquis de la démocratie. Parce que elle continue par exemple à couvrir des signatures de livres d'or de ministres. Ça donne le sentiment aux ministres qu'ils travaillent alors qu'ils ne le font pas. Attendez, un livre d'or pour quelqu'un, un président qui est décédé, je ne sais pas, quelque part. On va donc développer maintenant le thème qui nous réunit, c'est-à-dire les cérémonies d'hommage qui pour moi sont des symboles de la carence des dirigeants politiques. Pour moi, 10 raisons fondent ma position selon laquelle les cérémonies d'hommage relèvent de la carence des dirigeants politiques. Et quand on parle de carence des dirigeants politiques, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, cela concerne les 3 principaux partis politiques. Parce que vous avez sans doute vu qu'il y avait des cérémonies d'hommage aussi bien à Bédié qu'à Ouattara. Et pour moi, ces histoires de retour de Gbagbo et autres, ce sont des foires donc à la propagande pro-Gbagbo. C'est aussi des formes de cérémonies d'hommage déguisées. Et donc, pour moi, quand on parle de dirigeants politiques, on ne parle pas de dirigeants au pouvoir. Il faut que ce soit clair.
Je pense que en la matière, je n'ai pas encore vu Mamadou Koulibaly, des leaders, ou bien même Brahima Soro de l'UPCI, verser dans ces histoires de cérémonies d'hommage. Je ne les ai pas encore vus verser dans cela. Les cérémonies d'hommage, en fait, relèvent de la carence, je répète, des dirigeants politiques. La première raison qui fonde donc ma position, c'est que c'est de l'obscurantisme, tout simplement. C'est une vision rétrograde de comment est-ce qu'on fait la politique. Les cérémonies d'hommage, vous irez dans n'importe quelle démocratie, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Cérémonie d'hommage. Ça veut rien dire. Ce sont des pratiques que les gens avaient adoptées au temps du parti unique, sous Houphouët-Boigny. Rappelez-vous où les populations se déplaçaient pour aller le voir à la présidence, voilà. Mais c'est terminé ça. On ne fait plus la politique ici. C'est obscurantiste, c'est rétrograde. C'est infantilisant même pour les populations qu'on déplace. Voilà. Donc, les cérémonies d'hommage, on ne fait plus la politique au XXIe siècle à travers des cérémonies d'hommage. C'est de l'obscurantisme. La deuxième raison, c'est que c'est de l'auto-célébration. Parce que, remarquez très bien pour parler de notre cette cérémonie, il y avait combien de populations? En termes de population, on vous a parlé des représentants du RHDP. Tu vis ici à Abidjan, on a même dit son boulot. Tu es un cadre du RHDP. Idem pour la représentante des femmes. Voilà, c'était le maire. Et après, alors qu'on nous dit que ce sont les populations qui ont pris l'initiative sans qu'on nous dise quelle population exacte, c'est le Premier ministre qui a clôturé, le Premier ministre Amalogon, qui a clôturé la cérémonie d'hommage. Mais quelle est cette forme de cérémonie d'hommage des populations où les populations sont absentes et ce sont les dirigeants politiques qui prennent la parole? Autocélébration. Autocélébration. Mais l'autocélébration, c'est la troisième raison, cache un doute. Ça cache un doute parce que, reprenez encore le discours du Premier ministre. Il a dit, on espère que, enfin il n'a pas dit ça tout à fait comme ça, mais je le cite mal, mais il a laissé entendre que les autres régions devraient peut-être suivre. Donc, il envoie des signaux aux autres régions. Et vous prenez les déclarations de quelqu'un comme Albert Flindé, qui a dit, je suis venu, excusez-moi, je suis venu à faire pour voir comment ils vont organiser, parce que nous aussi on va organiser. Et Albert Flindé, qui est conseiller du Premier ministre, ancien ministre, qui est conseiller du Premier ministre, va prétendre que ce sont les populations du Tomboui qui ont demandé la cérémonie d'hommage. Voilà un exemple partant de manipulation des masses. Retenez-le très bien. Albert Flindé a déclaré là-bas qu'il était parti à faire pour voir comment est-ce que la cérémonie avait été organisée pour aller transposer le modèle dans la région du Tomboui. Mais notez bien que le même Albert Flindé va prétendre, quand ils vont organiser cette cérémonie d'hommage, que ce sont les populations qui ont tellement satisfaites du bilan du président, son excellence, une expression mais vraiment affligeante pour ma part, son excellence monsieur Alassane Ouattara. Et même vous verrez que des opposants continuent. Prenez le communiqué final de Gbagbo et de Bédié, vous allez voir son excellence monsieur Henri Konan Bédié, son excellence monsieur Laurent Gbagbo. C'est tellement ridicule que souvent j'entends des rires. Si vous n'avez pas mis son excellence là, ça vous enlève, va vous enlever votre statut. Il n'y a que dans nos communiqués en Afrique qu'on voit son excellence, son excellence. C'est ridicule, je vous répète. C'est ridicule. Et à la télévision nationale, on passe son temps, son excellence, il y a des journalistes qui ne peuvent même plus dire Ouattara. C'est que ça pèse sur eux.
On est presque les seuls en Côte d'Ivoire à pouvoir dire Ouattara. Les Français, ça ne dit rien à personne en France. Mais, Trump, mais en Afrique, ah non, son excellence, monsieur, Alain Guinée, son excellence, le professeur, Alpha Condé, si tu n'as pas dit ça, c'est un crime de lèse-majesté, c'est ridicule, chers dirigeants. Bref, et donc, pour moi, les cérémonies d'hommage cachent en fait un doute. Ça cache un doute. Le doute sur le fait que les actions qu'on mène ne rencontrent pas forcément l'adhésion des populations. Voilà le doute. Voilà le doute. Parce que quand moi j'ai suivi le discours du Premier ministre hier, avant-hier, il a égrené un chapelet de réalisations. Mais quand vous avez fini d'égrener ce chapelet de réalisations, mais vous n'avez même pas besoin de venir créer votre tigritude. Vous n'avez même pas besoin de rappeler aux populations que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Parce que les populations qui vivent leur réalité savent ce que vous avez fait pour elles. Mais si vous êtes obligé de créer vous-même des mécanismes d'autonomie. La quatrième chose, c'est que c'est vraiment de l'inconséquence. C'est vraiment de l'inconséquence. Pourquoi? Parce que ça rejoint un peu le doute que j'ai exprimé, le doute que les gens ont. C'est inconséquent de rappeler chaque fois aux populations ce que vous avez fait pour elles, si elles ont conscience que vous avez fait quelque chose pour elles. Moi, quand j'entends les RHDP dire c'est bouclé, c'est géré, je dis oui, bien sûr, allez-y, travaillez. Travaillez, ce sont les populations elles-mêmes qui vont vous valider en 2020 et vont dire aux opposants, écoutez, vous n'avez rien foutu ici, ou bien, écoute, nous on veut pas trop entrer, je veux dire, nous lancer dans une aventure, donc on préfère continuer avec cela. Donc, ces cérémonies-là sont absolument inconséquentes. Elles sont absolument inconséquentes. Il y a un téléphone qui sonne. La cinquième chose, c'est que, en fait, et nul n'est dupe, on fait ces cérémonies pour blesser dans nos jetons. Je préfère utiliser ces termes pour ne pas utiliser des mots, parce que je sais que toutes mes vidéos, toutes mes sorties sont décryptées. Pourquoi on ne me poursuive pas? Parce que je n'ai pas envie, pour le moment, d'aller perdre mon temps au tribunal. Mais on fait cela pour blesser dans nos jetons. Voyez-vous, ah oui, justement, voyez-vous, cette cérémonie, l'AIP, je préfère prendre des chiffres officiels, l'AIP a annoncé au moins 26 000 personnes. 26 000 personnes. Donc, si on considère que chaque personne, la prise en charge de chaque personne revient à 5 000, parce qu'il faut bien noter que ce sont les 11 régions du Nord qui sont retrouvées à Ferké. Les 11 régions du Nord sont retrouvées à Ferké. Si on considère donc la prise en charge, le déplacement, pain et sardines, l'eau et autres, si on considère que tout cela revient à 5 000 francs en moyenne pour chaque personne qui a été déplacée, faites le calcul. Si on prend même 5 000 fois 26 000, on est à combien? On est à peu près à 130 millions. Je le dis vraiment de mémoire. Je le dis vraiment, non, 26 000 fois 1000, déjà on a 26 millions, fois 4, si c'est 25 000 fois 4, non, on a 130 millions. 130 millions! Et ça, c'est vraiment sans compter les autres charges liées à l'organisation. Je vous parle seulement de la prise en charge des 26 000 personnes, chiffre de l'AIP, agence officielle, des 26 000 personnes qui ont assisté à cette cérémonie. Où est-ce qu'on a sorti cet argent? Ce n'est pas sorti des poches de gants. Ce n'est pas sorti des poches des ministres. Non, c'est sorti quelque part où? Et vous avez vu encore la distribution d'argent jusqu'à ce qu'on distribue de l'argent aux journalistes. Les forces de l'ordre, les préfets étaient là. Les forces de l'ordre, les préfets, encore une fois. Et jusqu'à ce qu'on donne de l'argent publiquement aux journalistes.
quel message vous êtes en train de passer, chères autorités? Quel message vous passez à vos populations qui vous regardent? Quand vous annoncez des dons au préfet, payés pour être là, vous annoncez des dons aux journalistes, ça veut dire que vous avez un rapport de corruption avec les journalistes. Vous annoncez des dons aux forces de sécurité. Cela veut dire quoi? Vous êtes en train de nous faire passer le message comme quoi, si on ne paye pas cela, ils ne font pas les jobs. Quel est le message que vous passez à travers ces dons publics? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Et donc, la troisième chose, c'est donc la sixième chose, c'est la faillite de la réflexion. La faillite de la réflexion, pour moi, va avec la septième raison, qui est la panne de proposition. Quand ils veulent organiser quelque chose, ils ne peuvent pas réfléchir à autre chose que cérémonie d'hommage. C'est plus simple. Ça évite la réflexion. Hommage au président. Hommage à Bédier. Hommage à Babo. Voilà. C'est plus simple, ça évite la réflexion. Mais c'est la panne de proposition. Et c'est comme ça, en fait, que les gens dirigent le pays. Et quand diriger le pays, où on dirige le pays? La panne constante de proposition, on fait comme ce qui avait été fait et qui n'a pas forcément marché. Et puis la vie continue. Il faut qu'on arrête d'infantiliser nos peuples. Et la huitième chose, c'est que les cérémonies d'hommage n'ont aucun sens. N'ont aucun sens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, écoutez, pourquoi est-ce qu'on doit rendre hommage au président qui fait son job? Regardez le budget de la Côte d'Ivoire, 8 000 milliards. Alassane Ouattara dispose de budget pour faire le job qu'il fait. Alassane Ouattara, après un fouet, est le seul président qui peut gouverner sans opposition violente. Après un fouet. Il est le seul. Il est le seul. Est-ce que dans nos villages, on met bâche et chaises pour rendre hommage à l'instituteur qui a réussi à faire passer tous les enfants du CM2 à la 6e? On ne le fait pas. Et pourtant, cet instituteur vient de rendre un grand service à l'humanité. Est-ce qu'on a une fois rendu hommage à une sage-femme qui a réussi tous ses accouchements pendant l'année? On n'a jamais fait. Est-ce qu'on a une fois rendu hommage à un journaliste qui a écrit un article tellement brillant que ça a changé le cours de l'histoire de son pays? Jamais. Jamais. Est-ce qu'on a déjà rendu hommage à un enseignant, à un professeur qui a réussi, par exemple, à faire de tous ses élèves qui étaient nuls, par exemple en espagnol, qui a créé une dynamique au sein de sa classe d'espagnol pour tous les élèves de sa classe? On n'a pas fait parce qu'on considère quoi? Qu'ils font leur job. Est-ce qu'on a déjà rendu hommage à un chauffeur? Tu prends ton car jusqu'à Korogo et ce chauffeur n'a jamais fait d'accident pendant toute une année. Est-ce que les usagers de la route ont une fois rendu hommage à un chauffeur qui arrive à conduire son car d'Abidjan à Korogo pendant toute l'année? On n'a jamais fait. Mais pourquoi est-ce que c'est le président de la République, le président seul, qui dispose de budgets conséquents, y compris des budgets de souveraineté, sur lesquels on n'a pas de regard? Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on doit rendre hommage pour le job qu'il fait? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que les gens doutent de leur propre travail. Et comme je l'ai dit très souvent, parce qu'ils veulent faire passer les petits actes de gouvernance qu'ils posent pour de brillantes initiatives. Il faut qu'on arrête ça. Et donc, ça, c'est pour la septième raison. Sinon, pour la huitième raison. La neuvième raison est assez importante. Et je vais les développer brièvement aujourd'hui, mais un autre jour. La neuvième raison, c'est que il ne faut pas qu'on se leurre. Alassane Ouattara ne fait rien d'extraordinaire. Je dis bien, il ne fait rien d'extraordinaire. Allez en Mauritanie. C'était un militaire, l'ancien président qui est parti. Il a changé la constitution comme en Côte d'Ivoire. Mais il a estimé que, parce que les clauses
les clauses de limitation des mandats ne lui permettaient pas d'être candidat. Comme en Côte d'Ivoire, il est parti. Il y a un nouveau président. Mais ici, en Côte d'Ivoire, malgré le fait que cette clause n'a pas changé, donc en droit on appelle cela, il n'y a pas de norme nouvelle, le président estime que la loi lui permet d'être candidat. C'est faux. Il ne peut pas être candidat. La loi ne peut pas lui permettre d'être candidat en 2020. Il peut être candidat, il n'y a pas de problème. Le Conseil constitutionnel, tu peut valider. Mais constitutionnellement, il ne peut pas être candidat. Mais je pense qu'on n'en est pas là, puisque tout le monde voit que son défunt putatif, c'est Amadou Gon. La 9e chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est qu'Alassane Ouattara ne fait rien d'extraordinaire. Aller en Mauritanie, le taux de pauvreté là-bas c'était 33%, c'était 44%. Le président j'ai oublié son nom, le président mauritanien sorti a réussi à faire baisser le taux à 33%. En 10 ans de gouvernance, 11 points. Il a fait baisser le taux de pauvreté de 11 points. C'est juste un militaire. Il n'a jamais fait FMI, il n'a pas PhD, il n'a pas fait Philadelphie, rien. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait baisser le taux de pauvreté d'environ 2%. 2%. Alors que le taux de pauvreté dans les années 70 sous Fouet était de 10%. C'est-à-dire que 90% d'Ivoiriens qui vivaient pendant ce qu'on appelle le miracle ivoirien, 90 sur 100 Ivoiriens, 90 avaient un niveau de richesse supérieur à la norme universelle, 90. Aujourd'hui, près de la moitié des Ivoiriens sont pauvres. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est trois grands qui ont dirigé le pays près au fouet, Bédié, Gbagbo, Ouattara, ont échoué. Ils ont échoué parce que chacun a prouvé, chacun est passé par là et personne d'entre eux, aucun parmi eux, n'a réussi à faire ce qu'on vous a fait, c'est-à-dire réduire le taux de pauvreté à 10%. Ils n'ont pas réussi. Et Alassane Ouattara, on se contente du peu de ces 2 points qu'on a gagnés, alors que Ouattara est le seul président qui a dirigé sans fonds républicains. Ce qui était le cas de Bédié. Presque hebdomadairement, à Abidjan, il y avait une marche des fonds républicains. Laurent Gbagbo a gouverné 2 ans. Et d'ailleurs, parmi ces 2 ans, il a pris le pouvoir dans la rue, RDR. C'est-à-dire, RDR a commencé à injecter le pouvoir de Gbagbo le jour où il a pris le pouvoir. En disant le pouvoir dans la rue. Il y a eu une contre-marche du RDR. Ça a commencé là. Après, il y a eu la Mercedes noire, janvier 2001. Et tout le monde a vu la crise, la rébellion de 2002. Gbagbo n'a pas pu travailler. Bédié n'a pas pu travailler convenablement. Gueye, alors là, pas du tout. Alassane Ouattara est le seul président qui dirige sans opposition violente. S'il n'a pas réussi à gagner 11 points ou 10 points de chute de taux de pauvreté, comme le président mauritanien l'a réussi, il a échoué quelque part. D'où le doute que le RHDP a célébré. Parce qu'ils savent que les attentes étaient constantes, nombreuses. Et à l'arrivée, il y a eu beaucoup de déceptions. La 10e raison sur laquelle je vais terminer, c'est que nos dirigeants sont méchants. C'est la méchanceté. Ces cérémonies d'hommage cachent la méchanceté de certains de nos dirigeants. Je vais vous le démontrer. Voyez-vous, c'est le président du conseil régional de Tchologo, Kone Lassina, à son temps, aujourd'hui c'est photocopie, qui a indiqué à l'administration au personnel éducatif, seulement en 2018, c'est un test qui est sur le site du conseil régional du Tchologo, donc je n'invente rien, qui dit que disait aux élèves et aux parents que les problèmes, je cite, auxquels est confronté le collège moderne Ferke, notamment le manque d'air de jeu, d'eau courante et le problème d'électrification seront progressivement résolus samedi lors d'une conférence et tout ça. Et donc,
Ça, c'est le premier truc que j'ai pris sur le site du conseil régional du Tchologo. Deuxième truc que je prends sur le site de la RTI. On parle d'insécurité. Des coupeurs de route perturbent le trafic sur l'axe Tafiré, Feke ou Angolo. Donc, problème de sécurité. Troisième chose que je prends sur le site de l'AIP. Humanisme déplore, ça c'est récent, pendant la fête du travail, l'insécurité liée à la conduite des motos à grande vitesse par des mineurs. Ok? Donc ça, ce sont des simples exemples que je vous prends pour montrer combien de fois l'argent qui a servi à cette cérémonie d'hommage aurait pu régler certains problèmes. Certains problèmes, y compris au lycée de Ferki. Certains problèmes. Tout à l'heure, on a pris l'exemple des 26 000 multiplié par 5 000 qui faisait 130 millions, simplement. Sans compter les autres organisations. C'est-à-dire que rien que la prise en charge de ceux des participants. Et je cite un autre exemple, c'est que le directeur général de l'AGEROUTE dit que le mauvais état des routes fait perdre 1000 milliards de francs CFA par an à l'économie ivoirienne. Le mauvais état des routes. Et dans le Tchologo, les routes sont aussi mauvaises. Voyez-vous, cet argent aurait pu servir aussi pour le reprofilage de certaines routes. Mais on préfère jeter l'argent dans ce genre d'auto-célébration. Parce que personne n'est dupe, en fait, c'est la préparation de la candidature de Gon, qui n'est pas assez populaire, comparé en tout cas à Guillaume Soro. Et donc, en passant à chaque région, on le présente un peu comme le candidat. Voilà, c'est juste là. Et donc, peu importe si on jette de l'argent à travers les fenêtres, ben ok, ça sert un intérêt politique, mais dans le désintérêt justement, au désavantage des masses. C'est pourquoi je parle de méchanceté. Deuxième chose, concernant la méchanceté, ça j'ai pris un poste sur le site du conseil régional. On a 11 centres de santé rural et 4 dispensaires ruraux dans le Tchologo. 2 hôpitaux généraux et 5 centres de santé urbains. Ok? Et le conseil régional note lui-même le faible taux d'utilisation des fréquentations constatées dans certaines localités est dû notamment à la persistance des vieilles habitudes traditionnelles, au manque de moyens financiers, l'hôpital étant... On a bien conscience que la suggestion que le conseil régional fait, c'est tous les villages centres doivent être pourvus de centres de santé. Parce qu'on a conscience que dans le Tchologo, près de 400 000 habitants, on a conscience que les villages centres, c'est-à-dire que les villages importants, n'ont pas de centre. Tous les villages centres n'ont pas de centre de santé. Avec 40 millions, on peut construire un centre de santé rural 40 millions. Mais non, on préfère utiliser cet argent pour une cérémonie d'hommage qui finit en 2 heures. Vous voyez comment nos dirigeants sont méchants. Vous voyez. Et ça, on le fait depuis 1960. Je ne pointe pas seulement du doigt les dirigeants actuels au pouvoir. Depuis 1960, on fait ça. On lit le destin de notre population dans des futilités. Et on continue. Et on va continuer dans ça. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Est-ce qu'on va continuer ces petites choses qui retardent nos populations plutôt que de nous concentrer sur le développement? En termes de conclusion, l'homme politique qui va chercher à pérenniser ce genre de pratiques obscurantistes ne mérite pas de diriger la Côte d'Ivoire. Ne mérite même pas de diriger une mairie. À plus forte raison, le pays. Parce que qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas encore au pouvoir, qui s'appelle Thierry Tano, le probable candidat de Bédier, qui s'appelle Guillaume Soro, qui est manifestement en campagne, qui s'appelle Amadou Gon, le candidat de Ouattara, qui s'appelle je ne sais pas quoi, parce que je sais que Babo, lui, il a envie d'être lui-même candidat, donc il ne positionne personne, et on aura le temps d'en parler, il va se casser la figure. Et donc, que ce soit ces personnalités, soyez vigilants. Soyez vigilants.
Le premier, tu vas développer des thèmes liés à des cérémonies d'hommage, il est médiocre. C'est un indicateur de médiocrité. Parce que quand il sera là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va appeler les gens à venir le saluer au palais. On va organiser des agapés dans son jardin, comme Bédier le fait à Daoukro. Voilà. Il n'apportera rien de bon à notre existence, au développement, au renforcement des acquis. Parce que il a une once de monarchie en lui. Nous ne sommes pas en monarchie, nous sommes en république. Alors, ce que j'aimerais ajouter, c'est que nos dirigeants politiques doivent comprendre que la politique au XXIe siècle ne se fait plus comme au XXe siècle. Les gens avaient fait cela auparavant. Il faut que ça change. Et il faut qu'ils viennent avec de nouveaux paradigmes. Il faut qu'ils viennent avec de nouveaux postulats. Parce que ils le méprisent, mais il y a une nouvelle conscience citoyenne qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire. Et cette conscience citoyenne va s'exprimer en 2020. Nous n'allons pas accepter l'obscurantisme. Nous n'allons pas accepter que les gens nous fassent retourner en arrière. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.